Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Le gouvernement vante sa vertu budgétaire et le premier recul des dépenses depuis 1958, mais la droite l'accuse de cacher un nouveau dérapage des comptes publics. Face à face dans le 19h ce soir, Jean Arthuis, ancien sénateur centriste, ancien président de la Commission des Finances. À ses côtés, François Marc, PS, rapporteur général du budget. Encore trop de lois ne sont pas appliquées, souvent en l'absence de décret d'application, mais au dernier pointage, les choses s'améliorent. Le rapport sénatorial sur le dopage, une bombe avant même sa publication le 18 juillet. Première victime, le cycliste Laurent Jalabert, mais d'autres noms de coureurs chargés à l'EPO vont être dévoilés avec nous tout à l'heure. Pour en apprendre plus, le sénateur Dominique Bailly, qui a participé aux auditions de Tout ce que le sport compte de grands noms, et le président de la Fédération française de cyclisme, qui réagira pour la première fois. Bernard Tapie, rejoint par son avocat, maître Maurice Lantourne, a été lui aussi placé en garde à vue il y a quelques heures. Les policiers de la brigade financière cherchent toujours à savoir comment l'arbitrage favorable à l'homme d'affaires a été monté. Des soupçons de connivence pèsent sur la procédure de l'arbitrage. François Bayrou, qui le premier avait dénoncé le chèque de 400 millions d'euros signé par Bercy à Bernard Tapie en 2008, était l'invité de Preuve par Trois tout à l'heure sur Public Sénat. La question, ça n'est pas Bernard Tapie, c'est l'organisation de l'État qui, par le sentiment d'impunité qui était le sien, la désinvolture à l'égard du droit, le fait qu'on ne respecte plus en France les principes ou qu'on ne respectait plus les principes et même la légalité formelle qui a entraîné cette situation dans laquelle le contribuable, c'est-à-dire vous et tous ceux qui nous entendent, ont été spoliés de plus de 400 millions d'euros au profit d'intérêts privés dont on ne voit pas très bien le périmètre. François Bayrou, donc, est invité de Preuve par Trois. La crise pèse sur les comptes publics, moins de recettes fiscales. Impôts et TVA sont en recul. L'UMP et les centristes tiennent le gouvernement responsable d'un dérapage non avoué de 20 milliards d'euros dans le budget, dont le déficit pourrait atteindre 4% cette année, loin des 3% espérés. Mensonge, rétorque le gouvernement. Et Jean-Marc Ayrault de vanter au contraire une grande première, la première diminution donc depuis 1958, dit-il, des dépenses de l'État. Les éléments de ce dossier, avant d'accueillir nos deux invités, je vous les ai présentés avec Nathalie Guillouard. Le compte n'y est pas pour l'UMP et même pas du tout. 20 milliards d'euros s'ajouteraient au déficit déjà existant selon Gilles Carrez, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. La loi de finances votée en décembre serait donc déjà obsolète. On a voté en décembre, entre la loi de finances pour l'État et la loi de financement pour la sécurité sociale, un déficit de 3 points de PIB, 60 milliards. Je prévois au jour d'aujourd'hui un déficit d'au moins 4 points de PIB, c'est-à-dire 80 milliards. Chiffre à l'appui, Gilles Carrez demande même une loi rectificative au gouvernement, mais le ministre de l'économie dément les calculs de l'opposition. Là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que contrairement à eux, nous tenons les dépenses. La dépense de l'État a été maîtrisée en 2012. Elle sera maîtrisée en 2013 ? Hasard du calendrier ou non, Jean-Marc Ayrault confirme aujourd'hui une baisse de 1,5 milliard d'euros des dépenses de l'État en 2014. Particulièrement visées, les collectivités locales, avec une réduction de 750 millions des dotations de l'État. Pour Philippe Marini, le gouvernement se défausse de ses responsabilités. Un État qui ne saurait pas serrer la ceinture de ses ministères et qui dirait aux communes, aux départements, voire aux régions, débrouillez-vous. Enfin, ce n'est vraiment pas correct. Au groupe socialiste ce matin, si l'on accepte l'idée de fournir un effort supplémentaire, on s'inquiète d'une juste répartition, car le gouvernement n'a toujours pas répondu à cette question. Voilà, et avec nous donc François Marc, rapporteur général du budget, sénateur socialiste, bonsoir, merci d'être là. Avec nous également Jean Arthuis, sénateur centriste, et je le disais, ancien président de la Commission des Finances. Messieurs, d'abord, des informations, François Marc, vous les avez, vous les possédez en provenance directe de Bercy. Est-ce que les comptes publics dérapent ? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Apparemment, le
le président de la commission des finances à l'Assemblée, il en a une. Et il a vu dans sa boule de cristal qu'il y aurait tel ou tel chiffre à la fin de l'année. Je pense qu'il est un petit peu prématuré, voire hasardeux d'aller sur ce terrain. Je pense qu'il y a effectivement des recettes qui rentrent moins que prévu, moins vite que prévu. C'était imaginable puisque la croissance n'est pas aussi importante que ce qu'on avait espéré. En recul de 15 milliards, dit-il. Les recettes de TVA rentrent moins. En gros, aujourd'hui, 6 à 7 milliards de recettes en moins. Par contre, ce qui est clair, c'est que les choses évoluent de façon très erratique, puisque à fin avril, nous étions à une baisse en niveau annuel de 2%, et que, à l'inverse, au mois de mai, toujours en niveau annuel, nous sommes dans une hausse de 1,7%. Donc, incontestablement, d'un mois sur l'autre, on a des évolutions assez considérables, même parfois inexpliquées, ce qui conduit à être prudent sur les interprétations. Prudence. Est-ce que pour vous, Jean Arthuis, il est justifié donc aujourd'hui de parler d'une impasse budgétaire de quelques 20 milliards d'euros, selon vos amis de l'UMP et vos amis centristes également de l'Assemblée? Je crois que c'est un risque de dérapage d'au moins 20 milliards. Mais je ne m'en réjouis pas. Vous avez une boule de cristal? Non, pas de boule de cristal, mais je parle sous le contrôle du rapporteur général. Lorsque nous avons voté la loi de finances pour 2013, la prévision de croissance était de 0,8%, plus 0,8%. Lorsque, quelques mois plus tard, nous avons examiné le programme de stabilité qui est transmis à Bruxelles, la prévision était ramenée à plus 0,1%. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire international, la Commission européenne, estime que la récession est de l'ordre de 0,1%. L'OCDE est à moins 0,3%, le consensus des économistes moins 0,3%. Tout a été bouleversé. Vous nous dites qu'aujourd'hui, la France est en récession. Il faut donc une loi de finances rectificative pour connaître la vérité ce qui est clair, et approcher de la vérité en tous les cas de la situation. La croissance n'est pas à la hauteur de nos espérances. Le chômage explose de mois en mois. Et on nous amuse ici au Sénat avec des textes successifs qui sont en dehors des préoccupations fondamentales de nos concitoyens. Et à défaut de parler d'une loi de finances rectificative, nous devrions ici rechercher, monsieur le rapporteur général, les mesures courageuses pour engager des réformes de structure, pour améliorer la compétitivité de l'économie et résorber le déficit public. Moi, je suis assez épaté de voir aujourd'hui comment la droite s'initie à un exercice de repentance. Parce que s'est-il passé depuis 10 ans? On a laissé filer les choses. Quand Nicolas Sarkozy a été élu, on était déjà dans un début de situation budgétaire très très compliquée. Et M. Arthuis, comme ses amis, ont tous voté des baisses d'impôts. On a baissé les impôts sous Sarkozy. Vous vous souvenez sans doute des observations que je formulais pendant le quinquennat. Vous avez voté. J'ai pas tout voté, monsieur Marc. Vous avez voté ces baisses d'impôts. J'entendais tout à l'heure Philippe Marini qui tenait les mêmes propos, qui disait mais aujourd'hui ce n'est pas convenable ce qui se passe. Mais en réalité, les dépenses sont tenues. Elles ne l'étaient pas sous le quinquennat précédent. Alors on s'arrête là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la nouveauté, celle que met en avant aujourd'hui le Premier ministre? Donc pour la première fois, dit-il, une baisse des dépenses publiques. Et il date cela depuis 1958. J'avais l'impression que François Fillon avait dit la même chose. D'abord, je ne crois pas aux baisses de dépenses durables lorsqu'il n'y a pas réforme des structures de l'État, de la protection sociale, des collectivités territoriales. Pour l'instant, c'est commode, on racle les fonds de tiroir, on bloque des crédits, mais ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement précédent ne remplaçait pas tous les départs en retraite. Alors qu'aujourd'hui, on va maintenir les effectifs dans les fonctions publiques. Je constate qu'une mesure avait été prise, par exemple la journée de carence, pour essayer de freiner les petits abus qu'il pouvait y avoir dans les arrêts maladie. Le gouvernement a supprimé. Il y avait des verrous posés ici et là. Vous ne croyez pas à la baisse durable des dépenses publiques, François Marc? En l'absence de réforme de structure. S'il n'y a pas de réforme de structure, ça ne pourra pas marcher. Les choses sont engagées, les réformes de structure sont annoncées, les concertations nécessaires sont menées, c'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour les questions de l'emploi et de la sécurisation des parcours professionnels, c'est vrai pour la compétitivité des entreprises, il y a de nombreuses réformes de structure qui sont engagées à hauteur de ce qui est jugé nécessaire pour ne pas créer de l'austérité, puisqu'au fond aujourd'hui,
on se trouve face à une droite qui n'a pas su gérer la situation et qui nous dit qu'il faudrait très vite un projet de loi de finances rectificative pour baisser encore plus les dépenses et créer un effet récessif, peut-être même prévoir de nouvelles hausses d'impôts, allez savoir. Pour augmenter des impôts. Et c'est ce que propose d'ailleurs Gilles Carrez, puisqu'il vient de nous dire qu'il faut créer un nouvel impôt, une tranche de 2% sur les plus modestes, les détenteurs du RSA. Donc on veut faire payer les pauvres. Alors on ne comprend plus rien, on ne comprend plus rien réellement, on ne comprend plus rien. Je pense que majorité, opposition, gauche et droite doivent faire preuve de beaucoup d'humilité aujourd'hui. C'est parce que nos gouvernances publiques ont été trop longtemps dénies de réalité que nous en sommes là. Il s'agit de sortir de la crise maintenant. Mais je vais prendre un exemple. Il n'y a pas si longtemps, les gouvernements de l'Union européenne, les 27 gouvernements, ont demandé à la Commission de faire des économies. Et s'agissant des économies, la Commission, qui chaque année engage 10 milliards de dépenses de fonctionnement, dont 7,5 milliards de frais de personnel, a décidé de passer la durée du temps de travail des 55 000 fonctionnaires européens de 37h30 par semaine à 40 heures sans compensation salariale. Et la c'est un combat que vous avez mené hors des frontières de la France, c'est ça? Oui, mais j'ai vérifié que le gouvernement français appuyait cette mesure. Pourquoi n'en tire-t-on pas les conséquences sur le plan national? Lorsqu'on a créé les 35 heures, on ne devait pas l'appliquer à la sphère publique. Ça s'est fait plus tard. Alors, en tous les cas, par la loi. François-Marc, vous allez pouvoir me le confirmer. 20 milliards par an de dépenses supplémentaires. Plusieurs ministères sont préservés côté dépenses. Il y a l'éducation nationale, il y a la justice, il y a la sécurité. Et puis donc, il y a la confirmation d'un effort de 1 milliard d'euros supplémentaires, mais pour les emplois aidés. On en parle dans un instant. D'abord, le tableau par Julie Hulin. Une mobilisation générale immédiate pour l'emploi. C'est ce qu'avait décrété le gouvernement à l'issue de la conférence sociale. Passage à l'acte avec 1 milliard d'euros supplémentaires annoncés pour la mission emploi. Plus 10% de crédits qui vont remplir la fameuse boîte à outils, celle des contrats de génération et des emplois d'avenir. Premier objectif, 540 000 nouveaux contrats aidés d'ici la fin 2013. Des mesures qu'il faudra accompagner car elles peinent encore à convaincre. Si les contrats de génération ont bien démarré dans les petites entreprises, celles de taille intermédiaire ne répondent pas à l'appel. Le gouvernement s'en remet à la responsabilité patronale pour que le dispositif soit plus utilisé. Comme d'autres avant lui, François Hollande a choisi de sortir le carnet de chèques pour tenir sa promesse d'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Les chiffres pourraient bien parler en sa faveur, mais sur le long terme, le gouvernement héros aura besoin de bien plus que les contrats aidés pour relancer l'emploi. François-Marc, donc on constate que ce traitement social du chômage s'impose en raison évidemment de la situation, malgré le coût que ça représente pour les finances publiques. Il y a deux orientations. La première, c'est bien sûr d'agir sur les dépenses structurelles et d'évoluer dans la compétitivité des entreprises, puisque l'emploi, ce sera essentiellement des entreprises, je pense, qu'on les obtiendra. C'est l'objet du CICE. J'attire votre attention sur un chiffre. Impôt compétitivité. C'est ça, j'attire votre attention sur un chiffre qui vient de sortir en début de semaine, à savoir qu'avec les mesures prises en France, le coût du travail, le coût horaire du travail va être inférieur en France à celui qu'il est en Allemagne dans l'industrie manufacturière. Alors Jean Arthuis, ça c'est un bon point, vous qui combattez depuis longtemps pour la baisse des charges qui pèsent sur le travail. Pourquoi n'a-t-on pas baissé les cotisations sociales? On est passé par un crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça veut dire que les entreprises ont un droit, une créance sur l'État, mais l'État va devoir attendre 1 an pour rembourser. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple? Et est-ce qu'on n'aurait pas pu aller bien au-delà? Parce que il faut basculer, à mon avis, 50 milliards de cotisations sociales. On taxe la production, alors qu'il faudrait taxer les produits. On va devenir peut-être moins cher que les Chinois, alors. Non, rassurez-vous, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Dites-moi quand même, dernière question. Est-ce que cette mesure, François-Marc, c'est indispensable pour que la promesse de François Hollande soit exaucée, c'est-à-dire une inversion avant la fin de l'année? Donc, le traitement social. Le traitement social, je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité à donner un peu de confiance aux jeunes et à mettre le pays dans une perspective plus favorable. Je pense que redresser la situation en matière d'emploi est une condition pour redonner la confiance. Je pense que le gouvernement a raison d'aller dans cette direction. Vous les acceptez, ces emplois aidés, par exemple, dans votre collectivité locale de la Mayenne? Vous les prenez? J'en ai créé, naturellement. Mais ça ne suffit pas. Et ce qui est anxiogène, c'est que nos concitoyens ont vraiment le sentiment que les mesures que nous prenons ne sont pas à la hauteur des problèmes que nous avons à résoudre.
Merci beaucoup, messieurs, de ce débat sur l'état de nos finances donc, et sur l'emploi, évidemment, également. François Hollande qui appelle aujourd'hui la Chine à investir plus largement en France. Le chef de l'État a reçu une quarantaine de grands patrons chinois. Ils sont à Paris en ce moment. Ils ont fait un détour par Bruxelles. Et puis, ils sont d'ailleurs au Sénat. On va les suivre jeudi. Écoutons le chef de l'État. Nous voulons attirer plus d'investissements chinois en France parce que nous voulons là aussi un rééquilibrage. Il y a beaucoup d'investissements français en Chine et nous n'avons rien à craindre, je l'ai dit à Pékin, des investissements chinois en France à la condition qu'ils soient favorables à l'emploi et à l'activité. Voilà, l'emploi, toujours l'emploi, donc avec les investissements chinois. Après l'arrestation hier de 6 hommes en région parisienne, des délinquants soupçonnés d'avoir voulu fomenter des attentats contre des personnalités, eh bien, 3 autres islamistes présumés ont été interpellés dans le sud de la France. 2 coups de filet distincts qui ont été confirmés tout à l'heure par Manuel Valls. Toujours trop de lois votées qui ne sont pas appliquées, c'est une constante, quel que soit le gouvernement, même si cette année, le sénateur David Assouline note une amélioration, toute considération politique mise à part. Jérôme Rabier. Le rythme soutenu des lois votées par le Sénat exaspère certains sénateurs, mais c'est encore pire lorsqu'elles ne sont finalement pas complètement appliquées. Seulement 2/3 des mesures législatives adoptées entre juillet 2011 et septembre 2012 ont été mises en application, ce qui constitue tout de même un progrès puisqu'entre 1997 et 2009, moins d'un tiers d'entre elles étaient appliquées. Si des efforts sont donc à noter, pas de quoi satisfaire la commission sénatoriale qui vérifie l'application des lois. C'est quand même normal que quand on fait la loi, tous les décrets pour qu'elle s'applique dans la vie réelle soient publiés, surtout qu'on donne un délai de 6 mois. Un délai de 6 mois fixé par la réforme constitutionnelle de 2008, mais que l'exécutif semble parfois ignorer. La loi environnementale dite Grenelle II, votée en 2010, attend par exemple encore 15 mesures sur les 200 qui avaient été votées à l'époque. Plus surprenant, la loi de finances rectificative pour 2011, censée corriger les écarts de comptabilité en créant des recettes nouvelles, n'a vu que la moitié de ces 32 mesures entrer en application. Pour certains sénateurs, il faut réfléchir aux causes de cet échec législatif. Ce qu'il faut, effectivement, c'est peut-être moins de lois, des lois moins longues, moins bavardes, qui arrêtent des principes et puis, effectivement, après, des décrets d'application qui soient, si possible, eux aussi relativement courts. À noter que sur les 2 dernières années, des efforts ont été faits par les 2 majorités qui se sont succédées. 88% des lois adoptées sous le gouvernement Ayrault ont ainsi été mises en application. Reste à savoir si cela va tenir sur la durée. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage est appelé à faire grand bruit. Ce sera le 18 juillet prochain. Mais c'est ce jour-là, donc en plein Tour de France, qu'il sera dévoilé. Mais déjà des fuites sur la prise de PO par le champion cycliste Laurent Jalabert lors de la grande boucle de 1998 font sensation. Avant d'aller plus loin avec nos invités, donc le sénateur Dominique Bailly et puis le président de la Fédération française de cyclisme, on va faire le point sur ce nouveau coup de tonnerre avec Flora Sauvage. C'était le 15 mai dernier. Laurent Jalabert était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Et déjà face aux sénateurs, l'ancien coureur cycliste laissait planer un doute sur son usage de l'EPO lors du Tour de France de 1998. Nous étions soignés. De quelle manière aujourd'hui, est-ce que je peux dire que c'était de façon illégale? Je n'en ai pas la certitude. Pas plus que j'ai la certitude que c'était de façon vraiment légale. Aujourd'hui, la commission d'enquête a révélé que Laurent Jalabert aurait eu recours à l'EPO lors du Tour de France de 1998. Les sénateurs se sont appuyés sur des échantillons prélevés en 1998 et analysés en 2004. Car dans les années 90, la détection de l'EPO n'est pas encore possible. Il y avait effectivement, dès lors qu'on n'était pas à même de détecter l'EPO, une tentation très forte pour les sportifs d'y avoir recours. Mais fort heureusement, les modes de détection du dopage ont progressé et il ne serait pas normal de procéder à des analyses rétrospectives, mais limitées à des périodes de temps raisonnables dans le passé. Ainsi, les sénateurs ont pu mettre au jour une liste de noms de coureurs cyclistes qui se seraient dopés, une liste qui devrait être rendue publique lors de la parution du rapport sénatorial le 18 juillet. Il sera possible de prendre connaissance d'une liste de coureurs qui, à l'évidence, ont utilisé de l'EPO au cours de ce Tour 1998.
Laurent Jalabert a renoncé ce matin à ses activités de consultant pour France Télévisions, alors que le départ du 100e Tour de France sera donné samedi. Voilà, mais avant le 18 juillet, eh bien, il y aura peut-être encore des fuites qui vont peut-être ponctuer le Tour de France de cette année. Bonsoir, Monsieur Bailly, sénateur socialiste du Nord et donc membre de la commission d'enquête sénatoriale. Nous sommes également en ligne avec David Lapartien, le président de la Fédération française de cyclisme. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, d'abord, Dominique Bailly, que pensez-vous de la réponse de Jalabert qui dit « Je ne peux pas vous dire que c'est vrai, je ne peux pas vous dire que c'est faux » à propos de... Écoutez, je crois qu'il faut se remettre dans le contexte et dans l'année 98. C'est vrai que on s'est aperçu que le dopage était institutionnalisé en 98 et que les coureurs... C'est l'année du scandale Festina. Voilà, c'est ce tour mémorable. Et donc, effectivement, les coureurs étaient accompagnés et on entend dans leur réponse, oui, ils étaient soignés. Alors, bon, voilà, c'est ce système qu'il faut combattre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'avez cru en mai dernier quand il vous a dit qu'il était difficile pour lui de savoir quels médicaments on lui administrait? Il était ignorant, il vous l'a dit, du caractère illicite ou légal de tout ce qui se passait le soir à l'hôtel, à l'étape. Ça peut paraître effectivement avec le recul. Vous ne l'avez pas cru à ce moment-là? Écoutez, vous aviez les preuves déjà. Oui, mais c'est pas. Moi, j'essaie de remettre toujours dans le contexte. Les propos, c'est vrai que l'équipe ONCE avait un accompagnement médical qui pouvait déjà à l'époque interpeller. Voilà, alors maintenant, oui, ils étaient soignés, les étapes étaient dures, ils étaient accompagnés, on s'est tous interrogés. Dominique Bailly, vous nous confirmez ce soir que d'autres noms vont être dévoilés parmi les cyclistes qui étaient dopés à l'EPO. Je le précise, donc vous avez eu accès à des échantillons qui avaient été prélevés en 98, qui ont été ensuite analysés quelques années plus tard en 2004, 60 échantillons, et on dit qu'il y a 44 avec des traces d'EPO. Vous le confirmez? Comme l'a dit le président de la commission, le sénateur, mon collègue Jean-Jacques Lozach, effectivement, avec ce rapport, sera communiqué, sera rendu public la liste des échantillons. Donc il y aura des noms supplémentaires. Attendez le 18 juillet. 44 noms supplémentaires. Monsieur le président de la Fédération, Monsieur Lapartien, est-ce que vous redoutez la publication de cette liste et s'il y a d'autres fuites d'ici le 18 juillet, ça va être un véritable supplice chinois pour le cyclisme français? Vous savez, la période de 1998 est quand même particulièrement ancienne. C'était il y a 15 ans. Depuis, des mesures importantes ont été prises, d'ailleurs par la Fédération française de cyclisme, une semaine avant l'affaire Festina et une semaine avant le Tour de France. Donc il faut aller au bout de cette période-là et qu'on sache effectivement tout ce qui s'est passé. J'aurais aimé aussi qu'on fasse rétrospectivement des analyses dans tout ce qu'il y a dans les autres sports et les autres moments glorieux ça a été de 1998. Je ne suis pas sûr qu'on ait analysé tous les échantillons du mondial de 1998. Mais toujours est-il que il faut aller jusqu'au bout. La fédération souhaite de toute manière lutter le plus efficacement possible contre le dopage et tout ce qui peut y concourir, nous le ferons, comme je l'ai dit à la commission d'enquête sénatoriale. Les faits qui sont passés il y a 15 ans, c'est une autre époque du cyclisme, une époque où le cyclisme s'était égaré, une époque qu'on ne veut plus voir, et une époque que j'espère nous ne reverrons plus tant des améliorations importantes ont été apportées à la lutte contre le dopage. Monsieur Lapartien, donc vous vous réjouissez de cette opération Vérité menée par les sénateurs de la commission d'enquête. Néanmoins, est-ce que vous trouvez que le calendrier est bon en pleine grande boucle, l'année du centenaire? Est-ce que c'est quand même pas, même si vous dites que c'est une période révolue, est-ce que ça ne va pas jeter une fois de plus le soupçon? Déjà, on peut s'interroger sur le calendrier, on peut s'interroger pourquoi on a mis Laurent Jalabert en appât finalement de cette liste qui pourrait sortir le 18 juillet prochain, parce que c'est quand même le sentiment effectivement que ça puisse donner. Pourquoi qu'on ait donné le sentiment de donner Laurent Jalabert en appât de cette liste en disant venez voir, il y a une suite finalement à tout cela, ça sortira le 18 juillet en plein Tour de France. Et ce qui est usant parfois, c'est de nous voir sans arrêt rappeler ce passé. Moi, je me tourne résolument vers l'avenir. Le cyclisme est égaré, il faut condamner cette époque, la condamner avec force. Nous l'avons toujours fait, la Fédération française de cyclisme.
nous étions conscients de ce qui se passait à cette époque-là. Et c'est pour ça que le président de l'époque, Daniel Ball, a mis en place avec le docteur Maigret, qui est toujours le médecin fédéral national de la fédération, le fameux suivi médical, ce qu'on appelle à la française, le suivi médical réglementaire, repris d'ailleurs dans la loi. Et c'est ce qui a conduit à la révolution culturelle du cyclisme français. Alors, la révolution culturelle, dites-vous, monsieur Lapartien, Dominique Bailly, est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une époque révolue? Ou bien est-ce que vos révélations interrogent sur le cyclisme encore aujourd'hui? Non, mais je crois que, comme l'a dit le président de la fédération, l'a bien évoqué. Je crois qu'effectivement, 98, c'était un contexte particulier. Chacun a bien pris conscience qu'il fallait bousculer tout cela, qu'il fallait contrarier tout cela, ces systèmes, même ces systèmes mafieux qui avaient été mis en place. Et effectivement, la fédération prend toute sa place dans cette lutte contre ce système. Alors maintenant, vous savez, le calendrier, il est ce qu'il est. L'effet médiatique, c'est pas les sénateurs qui ont dévoilé, qui ont fuité. Non, mais enfin, vous savez que le Tour de France, c'est au mois de juillet. Oui, mais vous savez, les travaux parlementaires, à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose, hein, puisque vous avez toujours un événement qui va venir bousculer un autre. Est-ce que ça a été difficile pour vous de mener ces auditions? Il n'y a pas que le cyclisme. Voilà, vous avez entendu des rugbyman, des footballeurs, tout le monde, même certains... Souvenez-vous quand nous avons évoqué ou qu'une audition, les auditions sont publiques, qu'il y avait effectivement le rugby qui avait été mis sur la place, tout de suite on a dit « Ah, ils en veulent au rugbyman ». Non, on n'en veut à personne. On est là pour mettre et contrarier un système. Voilà, vous êtes là pour contrarier un système. Vous avez été vous-même contrarié parce qu'il y a eu quand même des auditions à huis clos. Il y a même eu une omerta un jour quand vous avez reçu Jeannie Longo. On n'a pas compris. Elle a été reçue dans les sous-sols. Personne n'a su. Non, mais vous savez, après, il y a une procédure, il y a un règlement, et si le huis clos est demandé, il est accepté de droit. Voilà. Oui, donc, mais on ne savait même pas que Jeannie Longo vous avez rendu visite. Hein. Monsieur le Président de la Fédération, il y a des soupçons, dit-on, sur le jeune Pierre Roland. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ces rumeurs. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même un peu de tapage médiatique autour de Pierre Roland, puisque en plus de tout le dispositif antidopage qui existe dans le cyclisme, il y a aussi, de par la fédération, un dispositif aussi de suivi médical réglementaire des athlètes, et notamment de la prévention de la santé. Et nous faisons un certain nombre de contrôles qui ne sont pas des contrôles antidopage, mais qui conduisent à analyser un certain nombre de paramètres. Ce coureur avait un paramètre, la cortisolémie, qui était anormale, et eh bien, je l'ai ensuite, comme le prévoit le règlement, je l'ai arrêté pendant 8 jours, le temps que ces paramètres reviennent à la normale. Il a refait des analyses qui ont montré que c'était revenu à la normale. Ce qui est moins normal en l'occurrence, c'est que ce coureur appartient à une équipe qui est signataire d'une charte, mais de manière volontaire, du mouvement pour un cyclisme crédible, et qui dit que dès la moindre anomalie, le coureur ne doit pas partir le lendemain matin. Et là, son manager et son médecin l'ont laissé partir. Je considère que c'est une faute de l'équipe. Une faute de l'équipe, hein, comme quoi il peut toujours s'en produire. Dernière question, monsieur Lapartien. Est-ce que vous regrettez que Laurent Jalabert ait été contraint aujourd'hui d'abandonner ses activités de consultant pour plusieurs médias, France Télévisions ou RTL, à la suite de ces révélations? Laurent Jalabert l'a dit lui-même, c'était sans doute une décision inévitable. Alors peut-être simplement pour ce Tour de France-là, mais il apparaissait logique qu'on puisse être concentré, on va dire, sur le vélo, sur l'exploit aujourd'hui des sportifs auxquels on veut croire, et pas de nous ressasser effectivement ce qui a pu se passer il y a 15 ans. Et la présence de Laurent Jalabert aurait sans doute conduit à ce que la lumière soit tournée vers lui, et je crois que c'est pas ce qu'il a souhaité. Je crois qu'il faut quand même que ce soit les athlètes, les exploits des athlètes dans le cadre de la lutte antidopage auquel on veut croire, et je crois que Laurent a pris la décision qui s'imposait. Merci monsieur Lapartien, méfiez-vous quand même, hein, parce que les projecteurs pourraient être encore braqués, on l'a bien compris, sur le Tour de France cette année, et sur d'autres sports, ça c'est important de le dire, hein, voilà, d'autres sports. Tous les sports, monsieur Bailly. Voilà, rendez-vous le 18 juillet, alors voilà, et puis peut-être encore avant, je ne sais pas, hein, peut-être que il y aura d'autres fuites dans la presse, dans l'équipe ou ailleurs comme ce matin. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3. Notre invité est ce soir François Bayrou. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Bonsoir à tous. Si vous achetez du cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh, où il est produit dans des conditions inacceptables. Dans les tanneries d'Azariba, aux portes de la capitale, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour 40 € par mois dans le chrome et le mercure.
un drame sanitaire et écologique. Azariba, cuir toxique, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.